Loisirs Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner ce mois-ci, c'est Didier Bruno. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Cette fois-ci, ensemble, on parle des ventes en ligne, de l'e-commerce. Et il y aura la question d'internaute. Il y aura une question sur pourquoi les taux d'intérêt montent-ils. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Nous évoquerons également les cafés, les hôtels, restaurants mis à rude épreuve lors de la crise sanitaire. Ils misent beaucoup sur la saison estivale, mais les cicatrices seront difficiles à effacer. Les professionnels vont maintenant devoir rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État. Ils se trouvent aussi pour beaucoup confrontés à des difficultés de recrutement. Nous ferons le point avec la présidente de l'UMI en Isère. Abandonner sa vie d'ingénieur pour se reconvertir en créant une distillerie. C'est le pari fou de Léa et David dans le Vercors. Nous découvrirons l'entropie dans notre rubrique Innovation. Et puis focus sur la brûlerie des Alpes qui fêtera bientôt son centenaire. Elle a été reprise en 2011 par Patricia Chemin qui a fait du métier de torréfacteur un véritable art, un savoir-faire transformé en avantage concurrentiel renforcé par une dynamique commerciale plutôt offensive. En pleine explosion durant ces dernières décennies, comment se porte le e-commerce? Après un envol vertigineux, les ventes en ligne ont-elles, elles aussi, subi la crise économique, la crise sanitaire? Certaines activités comme le e-tourisme se sont effondrées, alors que d'autres, comme les ventes de produits, elles, ont progressé. Alors, quelle est la santé de ce secteur qui fait désormais partie du quotidien des consommateurs? Élément de réponse avec vous, Didier. Tout à fait, Christophe. C'est sûr que la Covid, comme dans d'autres secteurs, a été un accélérateur. L'e-commerce qui était déjà présent dans nos pratiques commerciales s'est très fortement développé. Quelques chiffres, 130 milliards d'euros en 2021, plus à peu près 9% par rapport à 2020, avec une prédominance des produits au détriment des services, puisque bien sûr le secteur du tourisme, des loisirs et des transports a beaucoup souffert en 2020. Voilà donc une part importante des pratiques qui se généralisent, avec un commerce de détail qui représente à peu près l'e-commerce, dont représente à peu près 15% du commerce de détail. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Le rattrapage pour les services, comme je le disais, a eu lieu, on va dire, au premier semestre 2022. Et les services sont désormais majoritaires dans l'e-commerce, à peu près 56%. Oui. Et le reste pour les produits. Voilà, donc des tendances de fond très importantes et qui touchent bien sûr tous les secteurs d'activité, la banque y compris. On voit que l'impact de la crise économique, les capacités de rebond sont très variables d'un secteur à l'autre. C'est ce que vous nous dites. On peut détailler un peu? Oui, donc comme je le disais, transport, loisirs, tourisme, un rebond extrêmement fort au premier semestre 2022. Et puis, on l'a vu pendant la crise de la Covid, forte évolution des ventes en ligne de produits alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui, là aussi, s'inscrit dans nos pratiques, dans nos mentalités, avec bien sûr les trois grands acteurs de la grande distribution, Leclerc, Carrefour, Intermarché, qui tiennent, ce secteur en grande partie. Voilà. Pourquoi l'alimentaire? Bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, les pressions inflationnistes, les sujets de pouvoir d'achat, et puis aussi, bien sûr, la livraison des repas à domicile. Je pense qu'ici aussi à TV Grenoble, vous avez eu des repas à domicile, enfin sur le lieu de travail pour les équipes. Et donc ça, ce sont des choses qui ont vraiment booster le commerce alimentaire. Bon, sur le marché du e-commerce, les pure players côtoient les acteurs plus traditionnels, on va dire. Comment chacun trouve sa place dans cette économie? Alors en France, on a une spécificité. C'est vrai que 30% des magasins indépendants sont présents sur Internet, comptent à peu près 70% en Allemagne.
Voyez, donc on retrouve un peu cette spécificité de la France, qui est souvent un pays qui rentre très très vite dans une forme de modernité, qui ne veut pas dire forcément un progrès, mais et c'est vrai que les pure players se sont développés très très rapidement et beaucoup plus profondément en France que dans d'autres pays. Alors, je crois qu'il y a un enjeu très important pour notamment tous les commerces et tous les détaillants. Ça me permettra de faire un petit peu une publicité pour le secteur bancaire et pour notre banque en particulier. Mais bien entendu, nous sommes à la disposition de nos clients pour les équiper, les former sur des sites e-commerce. On s'est rendu compte que c'était pratiquement un enjeu de survie. Oui. Quand le magasin physique est fermé, l'e-commerce a permis de sauver de nombreux commerces. Et donc, c'est quelque chose de très important. C'est une matière compliquée qui conjugue de la technologie, des sujets de supply chain, des sujets de logistique, d'entrepôt. Voilà, donc je crois que le secteur financier et bancaire est à la disposition des chefs d'entreprise pour les aider à bâtir une stratégie e-commerce. Je crois que c'est vraiment le moment. Voilà. Mais un retard donc sur les commerçants qu'il va falloir combler dans les prochaines années. Bon, les business models évoluent, notamment poussés par l'évolution des comportements d'achat. Je le disais, quelles sont les grandes tendances qui pourraient monter en puissance? Alors, les grandes tendances, c'est bien sûr toutes les attentes en termes de RSE, les attentes en termes de gestion des emballages, en termes de sécurité aussi, puisque la cybersécurité est devenue aussi un thème majeur pour nos échanges économiques. Et puis aussi la montée en puissance des réseaux sociaux. Voilà, donc on vend de plus en plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux, le social shopping, comme on dit, notamment sur le voyage et le tourisme, plus 23% par rapport à avant le Covid. Donc là aussi, une évolution de fond qui, je pense, a une composante conjoncturelle, oui, mais va s'installer durablement dans nos économies et dans nos pratiques commerciales. La seconde main aussi, on a vu ça apparaître. Et bien sûr, la seconde main, qui est, au balbutiement, mais la seconde main dans tous les secteurs, se développe. Je crois que c'est quelque chose qui répond bien aux préoccupations des gens qui sont soucieux d'être acteurs dans cette transition climatique. Voilà, donc le e-commerce, un secteur en plein boom. N'oublions pas que le e-commerce ne résout pas tout. Le commerce physique, c'est très important et que toutes les entreprises, les banques en particulier, sont sur des logiques, on va dire, omnicanales. Voilà, donc à la fois être capable de conjuguer l'e-commerce et puis le contact physique, parce que rien ne remplace, bien sûr, le contact humain dans notre société. Merci Didier pour cette analyse des transactions de e-commerce en hausse de 16% ces 12 derniers mois, qui ont enregistré 2 milliards de transactions. Les chiffres sont en effet très impressionnants. La récente crise sanitaire a bousculé de nombreuses filières économiques, mais s'il y en a bien une qui a payé le prix fort, c'est celle de l'hôtellerie et de la restauration. Durant plusieurs mois, les établissements sont restés complètement fermés, avec un impact fort sur la trésorerie. Mais ce choc a aussi transformé en profondeur certains aspects du métier. On en parle avec Danielle Chavant, la présidente de l'UMI en Isère. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'UMI, c'est l'Union des métiers de l'hôtellerie et des industries de l'hôtellerie. En Isère, ça fait combien? Presque 700 adhérents pour l'UMI? Oui, on va atteindre les 800. On a une très belle progression à ce niveau-là. Sur le département qui est très, très vaste, l'Isère, 4200 exploitants à peu près. Petits exploitants parce que 97% n'ont pas plus de 3 salariés, donc c'est vraiment la petite entreprise. On est avec 1200 salariés, 550 apprentis, donc on a quand même une véritable volonté de toujours cette transmission du savoir et qui est nécessaire pour toutes les professions et la nôtre en particulier. Alors, les professions, c'est hôtel, restaurant, bar. Oui, bowling. Discothèque, bien sûr, et les traiteurs qui nous ont rejoints. Voilà. Alors, vous parliez de salariés, c'est quoi? C'est 1 300 000 salariés en France, c'est énorme, c'est un secteur d'activité impressionnant. Oui, on est un des plus gros employeurs syndicats. Oui, tout à fait. Bon, avant de revenir sur les effets de la crise, petit coup d'œil sur cet été qui débute. On nous dit que les indicateurs en Isère sont plutôt bons, les professionnels sont pleins d'espoir, le tourisme devrait reprendre. Oui, bien sûr, tout le monde a envie, et puis en plus avec nous annonçant une rentrée peut-être difficile sur le plan sanitaire, donc ça va redonner encore plus un relent d'envie d'être à l'extérieur.
il faudra être un peu plus modéré par rapport à l'été dernier. C'est qu'aujourd'hui, les frontières sont ouvertes et que les Français vont partir beaucoup plus à l'étranger puisqu'ils ont été privés. Mais la saison d'hiver a été magnifique et la saison d'été sera belle aussi pour nos stations et nos basses montagnes. Et puis on peut espérer aussi que les étrangers, du coup, reviennent aussi en France, ce qu'ils ont un peu moins fait l'an dernier. La région parisienne, les grosses villes à tourisme important le sentent. Enfin, ça, c'est heureusement. Voilà. Alors, en début de saison, on a parlé des difficultés de recrutement de personnel dans beaucoup de filières, dans beaucoup de secteurs d'activité, en particulier dans le vôtre. C'est encore le cas ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore autour de 250 000 postes à pourvoir, ce qui est évidemment colossal, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc, ce n'est pas notre profession qui est ciblée plus qu'une autre, même si Madame la ministre du Travail à l'automne s'est quand même permis de dire que notre profession des CHR, si elle n'avait pas recruté, c'est parce que c'était une profession difficile et qu'ils étaient mal payés. J'avoue que ce n'est pas des messages intéressants pour nos professions, surtout que le public n'a pas de leçons à donner au privé. Aujourd'hui, nous avons relevé la grille des salaires de plus de 16%, et c'est très bien, il fallait le faire. Nous sommes aujourd'hui avec un SMIC qui est 5% plus haut que le SMIC général, c'est très bien aussi. Et nos collaborateurs, merci, c'est normal, ils font partie de notre capital humain dans nos entreprises, c'est normal qu'ils aient le salaire qu'ils méritent. Alors les CHR que vous évoquerez régulièrement, c'est les cafés, hôtels, restaurants, je le dis pour nos téléspectateurs. Oui, c'est vrai. On en vient aussi aux effets de la crise sanitaire. Est-ce qu'on n'a pas vu aussi, parmi ces effets, l'évaporation, notamment des saisonniers ? Ah oui. D'abord les saisonniers, oui, mais globalement, le directeur de Pôle emploi Région nous l'avait bien rappelé, surtout au premier confinement, il y a eu une désertion énorme vers les métiers de service à la personne, etc., et qui ne sont pas revenus dans la profession. Et après le deuxième confinement de 7 mois, ça a été énorme. Vous savez, on est des métiers où on est souvent des métiers comme les hôtels, les brasseries, souvent les cafés, ouverts 7/7, avec une grande amplitude. Donc, enfermer nos collaborateurs et nous aussi 7 mois, ça a été une grosse prise de conscience et beaucoup ont quitté la profession. Alors, vous nous disiez, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir. Quel type d'emploi, profitez-en ? Pardon, Quel type d'emplois sont à pourvoir ? On évoque évidemment tout de suite le serveur, mais les métiers, l'hôtellerie, la restauration, c'est des dizaines de métiers différents. À part les postes élevés, tous les autres sont à pourvoir, que ce soit aussi bien en cuisine, un peu moins, parce qu'on a quand même des émissions de télévision qui font briller les yeux aux enfants, et tant mieux à nos jeunes. Le métier de la salle est un peu plus en difficulté, d'ailleurs les CFA le reconnaissent, ils arrivent difficilement à remplir leur section, parce que c'est un métier que nous ne mettons pas assez en lumière, alors que ce mot serveur est un mot épouvantable. Il faut en trouver un autre, mais j'avoue que personne s'y colle vraiment. Nous, au niveau de Grenoble, l'Isère, notre syndicat, on va mettre en place dans les CFA des cours de théâtre, déjà parce que c'est eux qui prennent la place. Vous arrivez dans un restaurant ou une brasserie, vous êtes pris en main dès l'accueil par quelqu'un à l'accueil, au service, mais le service dans le bon sens. C'est le service, c'est la gentillesse, la générosité, les attentions. Le mot service est très réducteur. Oui, vous dites un serveur, c'est pas un simple, c'est pas un petit job, quoi. C'est un vrai métier avec un vrai savoir-faire. Mais bien sûr, il doit avoir une culture générale, il doit être capable comme ça, vite, retrouver une situation, faire remonter. Voilà, c'est très intéressant, c'est passionnant. Et puis avec toutes les ouvertures de la sommellerie, du bar, il y a du tourisme. Même vous dites le serveur doit être en capacité de donner des idées de découverte, de voyage. Mais bien sûr. Bon, constamment, le client vous dit, mais qu'est-ce que vous en pensez ? On pensait faire le lac truc. Si la bouche ouverte dit qu'il ne sait pas de quoi on parle, non, c'est pas possible. Donc c'est un super poste et c'est très gratifiant. Je vous assure, de rendre les gens heureux, c'est un beau métier.
Alors, il y a quelques images des différents métiers de votre incitation. C'est le « si tu faisais mon métier ». Il faut impérativement revaloriser tous ces métiers. Alors, on parle de barman, de sommelier, de maître d'hôtel, de commis de cuisine. Mixologue, c'est très à la mode. Le bar. C'est ceux qui font les cocktails. Les cocktails, ça fait briller les yeux. Et c'est vrai que c'est important. Ils peuvent passer. Et puis, vous savez, c'est quand même avec un diplôme en poche, ils peuvent sillonner le monde. Moi, j'ai une petite jeune fille en stage, elle part en septembre, elle fait 1 an en Australie. Elle arrive, la bouche en cœur, elle a déjà un poste. Et il y a des métiers pour tous. On peut aussi parler des femmes de chambre dont le rôle est essentiel, des réceptionnistes, des grooms. Bien sûr, bien sûr. On n'imagine pas le nombre de métiers qui se cachent derrière, finalement, vos métiers. C'est énorme. Alors, d'où l'intérêt aussi de fidéliser ses collaborateurs. Est-ce que la profession sait bien faire cela ? Je pense qu'elle est en train de tirer une leçon de ce confinement. Elle a compris. On a quand même tous, avec de grandes ouvertures, à redonner un week-end par mois, à revoir un peu le plus possible les horaires. On a ce gros souci de la coupure, mais jusqu'à nouvel ordre, nos clients mangent 2 fois par jour. C'est un peu inhérent au métier, soir. ça. Ouais. Voilà, difficile. Nos entreprises ne peuvent pas nous permettre de prendre 2 équipes. Donc, et après, on est quand même très enfermé dans le social. Donc, on est très, très surveillé. On n'a pas beaucoup de souplesse au niveau de décaler les horaires. Même, par exemple, les mi-temps, il faut annoncer que ça sera toujours telle heure, telle heure. Ben non, le mi-temps, justement, c'est un peu pour pallier aux absents. Enfin bon, voilà. Mais vous savez, la profession sait se remettre en question. Elle est en train de le faire. Bon, sur la fidélisation, vous êtes un bon exemple. Je crois que vos principaux collaborateurs à Bresson sont là depuis quelques décennies. Oui. Oui, 30, 40, 20 ans. Oui, bien sûr. Bon. Revenons sur ce confinement, le premier confinement de mars 2020 qui a été très violent. Je parlais de cicatrices qui seront difficiles à penser. Oui, vraiment. Plus qu'on ne le croit. Et là, j'ai fait un petit sondage un peu pour avoir plus une température à évoquer avec vous. 20% ont répondu à peu près sur les 800 adhérents, donc c'est déjà une belle visibilité. La réponse, quand on leur dit est-ce que vous êtes inquiet, comment, psychologiquement, moralement, ils ne vont pas bien. Sur le plan financier, la saison, toutes les la crainte que ça revienne. Oui, c'est ça. Et puis on a été marqués, je vous assure, on a été quand même violemment traités. Alors à force, on est des métiers où on sait rebondir, on sait faire face parce que nous, c'est tout de suite. La réservation, c'est midi, c'est pas 6 mois avant. Quand Madame Borne a dit pour les entreprises, pas de repas à Noël, pas de rassemblement, etc. Alors on me dit oui, je dis oui, mais figurez-vous que le repas de Noël, il s'est pas fait à Pâques, quoi. C'est Noël, c'est Noël. Donc nous, dans nos métiers, ce qui n'est pas fait n'est pas reporté. Une voiture, vous l'achetez pas en décembre, vous allez l'acheter en février. Nous, c'est pas le cas. C'est tout de suite. Et cette perte sèche, on s'en remet pas du tout. Et aujourd'hui, je sais que vous l'avez en ouverture annoncé, parler de ce PGE, ça fait partie des inquiétudes. Et on a 84% de nos adhérents qui nous ont répondu, nous sommes inquiets, on n'a aucune visibilité pour la rentrée et on ne peut pas travailler. Mais c'est les prêts garantis par l'État qu'il faut maintenant rembourser. Voilà. Alors c'était 6 ans, on a fait 2 ans off parce que nous étions fermés, difficile de rembourser quand on est fermé. Et du coup, il faut rembourser en 4 ans. Et ça, c'est pas possible. Alors oui, on a quand même eu sur l'Isère 72% de PGE. C'est quand même énorme. Parce que nos métiers, on est toujours à avoir de nouvelles normes, donc on est toujours en train d'investir. Alors ça a permis peut-être aussi à la profession de passer la crise, mais maintenant, est-ce que le plus dur n'est pas à venir finalement ? Si. Et notamment en termes de faillite, pardon de le dire comme ça. Mais tout à fait. Hélas, et des faillites, donc des vraies financières, enfin des difficultés financières, mais aussi morales. On a des adhérents qui, à 50 ans, ils disent non, on a donné toute notre vie, on arrête parce qu'on arrête, on vend. Voilà. Vous dites qu'il y a beaucoup de nos adhérents qui en ont ras-le-bol. C'est ça. Et c'est ça qui me fait mal. Vous savez, sociétalement, on fait partie de votre monde. Vous ne pouvez pas vous priver d'un restaurant ou d'un petit café. Vous allez prendre votre café avant d'arriver au bureau ou dans votre entreprise. On fait partie de votre vie. On est des lieux de souvenirs. Donc, on l'a reconnu. Nous, nos clients, tous dans nos professions, de nous appeler. Vous ouvrez quand ? Vous ne pouvez pas ouvrir. Je dis non, on est fermé, c'est fermé. D'ailleurs, hélas, bref, ça a peut-être eu quelques petits débordements, peu importe. Mais ça veut dire que
le restaurant, c'est un lieu convivial dont on a besoin. Et accessoirement, même si c'est loin d'être accessoire, vous le disiez tout à l'heure, c'est un gisement d'emplois très important, des emplois non délocalisables. Oui. Ça, c'est quand même essentiel pour une économie. Tout à fait. Alors là, je ne voudrais pas être désagréable avec vous, monsieur l'homme de la caisse d'épargne, mais aussi, si on a un petit peu des difficultés, il faut reconnaître que les banques, par exemple, le monde bancaire global, pas tous, mais ont des réactions vis-à-vis des collaborateurs en disant non, pas de prêt immobilier parce que vous faites partie d'une profession à haut risque. Moi, j'ai des listes comme ça à donner. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse... Là aussi, ça nous pénalise dans le recrutement. Et au risque, des garçons, des employés qui ont des CDI, avec des beaux salaires. Oui, des salaires corrects. Oui. Voilà, donc non, on est quand même globalement pas aidé. Et vous savez que sur tout ce que nous avons reçu, aide, PGE, etc., sur 10, on a 6,8 à rembourser. Donc il va falloir les sortir. Donc ça veut dire qu'on ne fera plus d'investissement. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Oui, parce que derrière vous, il y a toute une filière. Il y a vos fournisseurs, il y a les Alors là aussi, vous faites bien de l'évoquer, Christophe. 30% d'augmentation. Toutes ces dames font leurs achats, elles voient bien. Vous avez les remontées, j'imagine. Il y a aussi les effets de la crise, effectivement, qui vont... Bien sûr. Et énergie, c'est le double. C'est le double. Donc, voilà. Mais tout va bien. Bon, une profession en pleine incertitude, un ras-le-bol, j'entends, de la part de Daniel Chavant. Oui, moi, ce que je vois des chefs d'entreprise, bien sûr, il y a un sujet financier qui va se poser, et puis on va en parler, les taux d'intérêt, l'inflation, le recrutement, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a surtout une grosse crise psychologique. Certains disent qu'on va mettre une génération à purger le Covid, au niveau mondial, attention. Ça ne touche pas que la France, bien sûr. Mais on sent cette fatigue, et ça a des conséquences sur, effectivement, le recrutement, la motivation, la fidélisation. Il y a une prise de conscience qu'on était mortel, qu'on était éphémère, fragile. Et tous fragiles. Voilà, c'est important. La fragilité de l'être humain, c'est quelque chose d'important. On le découvre, surtout dans nos sociétés qui l'avaient un peu évacué. Donc, c'est vrai qu'il y a cette fatigue, et nous, on la ressent chez beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, la période n'est pas simple. J'entends aussi la combativité légendaire de Daniel Chavant, qui dit qu'il faut impérativement qu'on convainque les jeunes de rejoindre nos métiers, on va les former, et on va même essayer de modifier les formations. Oui, vraiment. Alors, il faut reconnaître que l'État a beaucoup aidé au niveau de l'apprentissage. Il y a une très belle aide financière. Parce que, voilà, un apprenti coûte cher, on le sait, nourrir, loger et tout ce que ça a oublié dans le four, les plateaux cassés, bref. Voilà, ça fait partie du paysage, ils sont là aussi pour ça. Mais c'est tellement important. Et la profession aussi a compris une chose, là, je reviens là-dessus, on va plus s'impliquer avec les CFA, parce qu'ils ont besoin de nous aussi. Formation, Voilà, ils ont besoin de nous. On va s'en rapprocher encore plus. Merci infiniment, Daniel Chavant, d'être venu faire ce petit point avec nous sur cette filière, et on vous souhaite un bel été. Merci. Escale à présent dans le Vercors à Autrans, où une petite liqueur verte rêve d'un jour peut-être égaler sa voisine de Chartreuse. Si cette dernière affiche plusieurs centaines d'années d'histoire, la liqueur alpine Flore du Vercors est toute récente, issue de la distillerie L'Entropie, créée en 2021. Léa et David, ingénieurs en mécanique et en plasturgie, ont tout abandonné pour se lancer dans une belle reconversion. Reportage. Si la Chartreuse jouit d'une réputation planétaire, le Vercors n'a plus à rougir devant la Reine Verte. À Autrans, deux ingénieurs amoureux de la nature alpine et soucieux d'une production éco-responsable ont créé L'Entropie, une distillerie qui élabore des produits avec les plantes du Vercors. Et l'idée de la distillerie, elle est venue aussi quand, dans ma dégustation personnelle de spiritueux, je ne trouvais pas des spiritueux qui me convenaient, aux valeurs qui me convenaient, avec que des plantes locales, tout en bio, avec un vrai respect du vivant. Sa particularité, la création des spiritueux dans un alambic. L'alcool y est chauffé à 80 degrés avant d'être refroidi, un instrument qui apporte un gage de qualité à la liqueur de plantes. Et pour obtenir ce fameux goût authentique, les 13 plantes macèrent dans un alcool de blé français, tel un sachet de thé dans de l'eau. On a pris la macération qui avait été faite il y a 2 jours, on l'a mis dans l'alambic, on a contrôlé le taux d'alcool et on a lancé la chauffe pour la distillation. On distille tous les 2 jours à peu près, donc ça va mettre à peu près 2 semaines pour distiller. Et l'alambic requiert de la patience, 6 heures sont nécessaires pour distiller la précieuse liqueur alpine. Le gin, jeune poussée vieille branche, est également produit dans la distillerie.
Prochainement, une vodka aromatisée aux fleurs complétera la gamme de spiritueux à déguster avec modération. Oui, on parle aussi peut-être d'une décoction à l'anisette. Mais en tout cas, pour leur deuxième année d'activité, Léa et David constituent aussi toute une petite filière autour d'eux, en faisant le tour des cavistes, des bars, des restaurants. On y revient pour convaincre des clients, mais aussi ils veulent trouver des producteurs et des cueilleurs de plantes pour leur approvisionnement. Et on le répète, bien sûr, tout cela est à consommer avec modération. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser la question à notre expert, Didier Bruno, aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire alpedécideurs@telegrenoble.net. Et Didier, cette semaine, Jean-Louis veut savoir pourquoi les taux montent et quels sont les impacts à craindre. Alors pourquoi les taux montent? Tout simplement parce que les banques centrales qui fixent les taux court terme ont décidé de remonter leurs taux. Les taux étaient extrêmement bas, ils étaient même négatifs depuis à peu près une dizaine d'années. Donc la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont décidé de remonter leurs taux. Pourquoi ont-elles remonté leurs taux et pourquoi vont-elles continuer à remonter leurs taux? Parce que nous sommes revenus dans un paysage inflationniste. Une inflation qui est relativement forte, 5,5 je crois en France, il y avait des chiffres ce matin. Cette inflation est due à quoi? Cette inflation a été bien sûr accélérée avec la crise ukrainienne, mais c'est une inflation qui a été déjà, j'allais dire, dans les germes. En fait, on assiste à quoi? On assiste à la fin d'une forme de mondialisation qui nous a permis d'avoir des coûts relativement bas en décentrant beaucoup de nos productions vers des pays à bas revenus depuis à peu près une trentaine d'années. On arrive au bout de ce modèle. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'argent public qui a été, j'allais dire, déversé sur les économies occidentales depuis à peu près la fin de la crise de 2008. Voilà, donc tout ça, ça entraîne de l'inflation, donc une hausse des taux. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'inflation? Moi, je vous donne ma conviction personnelle. Alors, ma génération a connu l'inflation. Ce qu'on peut voir, c'est que les taux remontent. Ils remontent trop vite, ils perturbent beaucoup les gens, mais ils restent à des niveaux très acceptables par rapport à ce qu'on a connu dans, entre guillemets, l'histoire économique récente. Qu'est-ce qu'on peut penser sur l'inflation? Moi, je pense que l'inflation, elle est durable, elle n'est pas conjoncturelle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est la fin d'une forme de mondialisation. Donc, sur les coûts, les pressions à la baisse vont se tarir. Il y a bien sûr le sujet des matières premières. Il y a aussi le sujet, on en a parlé, du recrutement, de la fidélisation et donc des coûts salariaux qui seront très certainement en progression. Et puis, je crois qu'il y a un phénomène majeur qui va pousser les prix vers le haut. C'est qu'il faut décarboner nos économies. Ça va nous prendre des dizaines d'années. Et ça va être extrêmement inflationniste parce que tout simplement, il va falloir beaucoup de capitaux et ça va être extrêmement cher de décarboner nos économies. Donc, il faut s'attendre à de l'inflation élevée dans ces prochaines années. Telle est ma conviction. Est-ce qu'il va pas y avoir un impact sur la demande? Alors, l'impact, aujourd'hui, bien sûr, il sera bien sûr sur les finances publiques. Il sera aussi sur la demande, puisque on parlait des crédits immobiliers, on en a fait beaucoup. Toutes les banques en ont fait beaucoup ces 10 dernières années parce que les taux étaient très bas. Ça a permis de solvabiliser notamment des primo-accédants malgré une hausse des prix. Donc c'est vrai que ça va avoir des conséquences sur très certainement les ménages, sur des entreprises. Mais ça va avoir aussi, il faut rester optimiste, je crois que ce n'est pas sain d'être avec des taux négatifs. C'est bien qu'il y ait une hiérarchie des taux d'intérêt pour rémunérer le risque et pour, j'allais dire, départager les investissements et éviter, j'allais dire, les spéculations. Voilà, donc confiant à moyen et long terme, mais une période à court terme qui va être difficile à passer. Merci Didier pour cette réponse. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Le savoir-faire principal argument qualité des artisans, comme un boulanger le fait pour son pain. Le torréfacteur s'appuie sur le meilleur de son tour de main pour révéler les arômes des grains de café, couleurs, crépitements, odeurs. Chaque détail compte pour une cuisson parfaite. À Grenoble, c'est la spécialité de la brûlerie des Alpes. En un peu plus de 10 ans, Patricia Chemin a totalement modernisé l'enseigne qu'elle a reprise en 2011. Patricia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée de Christophe Chemin. Bonjour. Qui travaille également à vos côtés. Patricia, vous êtes maître artisan torréfactrice. Depuis cette année, oui. Quand je parle de savoir-faire, voilà qui... Exactement, c'est une belle récompense, ça. Bon, vous n'êtes pas très nombreux à avoir ce titre. Non, et je ne sais même pas si il y a une autre personne qui l'a sur le bassin grenoblois. Bon, la brûlerie des Alpes, vous l'avez... Alors, elle a été créée en 1926. Vous l'avez reprise en 2011, un peu par hasard.
Oui, totalement. Complètement par hasard, j'ai racheté un fonds de commerce qui n'était pas sur son seuil de rentabilité. Et donc, du coup, j'ai travaillé dur. Et maintenant, j'ai démarré toute seule. Maintenant, nous sommes 9 en tout à travailler dans l'entreprise sur 3 sites différents. Alors, on va voir l'évolution de l'entreprise, mais enfin, quand même, on ne se découvre pas torréfactrice du jour au lendemain. Il a fallu vous former. Comment ça s'est passé ? La formation, le jour que j'ai décidé de racheter le fonds de commerce, j'ai contacté l'ancien maître torréfacteur René Belin, qui est venu me faire toute la formation de la torréfaction et avec ma locomotive. Ma locomotive, c'est le torréfacteur avec lequel on travaille toujours actuellement et qui date des années 30. On le verra tout à l'heure dans un reportage. Alors, c'était en 2011. Aujourd'hui, 26 tonnes de café passent entre vos mains chaque année. Enfin, entre vos mains et entre celles de Christophe, qui a plutôt la gestion de cette partie technique. Le savoir-faire, il est important. Je le disais, chaque détail dans la torréfaction est un art. Tout à fait. Alors, la complexité qu'on a avec ce magnifique torréfacteur, c'est qu'il n'a pas d'électronique. Donc, tout va se gérer avec l'odorat, l'ouïe. L'oreille, oui, c'est ça. Voilà, et la vue. Et ce qui va être encore plus complexe, c'est là ce qu'on appelle la répétabilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir des cafés toujours cuits de la même façon. Et toute l'année et à toute période de l'année. Donc, on fera souvent le parallèle avec l'art du vin et l'œnologie, parce qu'il y a quand même quelques analogies pour le coup. Le torréfacteur propose aussi des assemblages de différents crus. Oui. Alors, les assemblages, on va les créer on a notre façon de les créer. C'est assez complexe, c'est une méthode brésilienne. On va les créer entre nous par rapport à la demande de nos clients. Donc, Patricia va me faire remonter les infos sur ce qu'on doit créer. Et c'est toujours pareil, on va se voir tous les deux et on va créer en dégustant des cafés séparément. Et après, on va les assembler entre eux pour voir ce que ça peut donner. Il faut nous expliquer combien de variétés de café vous avez, qui viennent du monde entier, de différents pays. Parce que quand on parle d'assemblage, on n'imagine pas la variété des produits que vous achetez. Alors, nous, on s'est limité. Parce qu'on pourrait avoir tous les cafés, mais on ne peut pas. On s'est limité sur ce qu'on appelle les pures origines. On a entre 20 et 22 cafés pure origine. Après, on va avoir des assemblages. Donc, on peut monter à 25-26 cafés différents. Qui viennent du monde entier ? Du monde entier, là où on cultive le café, donc au niveau de la ceinture équatorienne. Donc, c'est Costa Rica, Éthiopie, Mexique. Exactement, Cuba, ça va être, exactement. On va une partie d'Asie, on va surtout sélectionner des cafés, ce qu'on appelle des cafés, alors pas rares, mais vraiment de qualité, des cafés qui sont exclusivement ramassés à la main, donc du picking. Voilà, des fois, vous pouvez avoir jusqu'à 7 passages par jour dans une ferme, et chaque café va être trié et va être ramassé à maturité. Et ça, c'est super important pour la sucrosité du café. Alors, on reparlera du savoir-faire. C'est le premier pilier sur lequel vous avez fait avancer votre entreprise. Le deuxième pilier, c'est la dynamique commerciale. Avec une actualité très récente, il y a quelques semaines, l'ouverture d'un deuxième magasin. Après celui du cours Jean Jaurès, vous venez d'ouvrir une deuxième adresse à Montbonneau. Place Robert Schumann, oui, à Montbonneau. Et donc, la même chose, le même concept que Grenoble, mais en 126 mètres carrés intérieur et 61 mètres carrés de terrasse extérieure. Donc voilà, donc on peut acheter son café, son thé, son chocolat en vrac, moulu, en capsule, et on a un espace dégustation où on propose, donc c'est notre fils qui tient la boutique et qui est barista, qui est diplômé barista, et donc il va vous faire des vrais cappuccinos, mais manuellement, il prépare tout lui-même. On n'appuie pas du tout sur une machine, c'est tout manuellement. Donc on a une carte de boissons gourmandes et c'est lui qui prépare tout. Ouais, quand je parlais d'art, voilà, c'est bien ça. Pour les connaisseurs, les amateurs de bons cafés, pour déguster un bon café, il faut effectivement aller dans le coffee shop et déguster ces cafés. Alors le savoir-faire, la richesse de la gamme, vous venez d'en parler, la dynamique commerciale, je l'évoquais, ce sont les clés du succès de cette brûlerie des Alpes que nous visitons avec ce reportage de Lina Badreddine. Pour obtenir un café de grand cru, c'est un travail de longue haleine, de la récolte à la tasse. À la brûlerie des Alpes, le café est un art, un savoir et une histoire. L'atelier propose une multitude de cafés venus de tous les pays producteurs.
on a une charte. On veut que le café soit ramassé en picking, c'est-à-dire grain par grain. Il peut y avoir jusqu'à 7 passages sur un même arbre parce qu'on veut que les fruits mûrs et pas tout le reste. Et tout a commencé ici, au 56 cours Jean Jaurès, en 1926. Première torréfaction du bassin grenoblois, la brûlerie des Alpes était au départ une simple boutique, mais depuis, elle s'est développée et possède à présent un centre de production à Fontaine et un coffee shop à Montbonneau, afin de découvrir le vrai goût du café. Quand on va démarcher un client, on a juste à lui faire goûter une tasse de notre café. En fin de compte, il voit tout de suite la différence. Du fait que nous, on ne crame pas notre café, parce qu'il y a des saveurs déjà à la base via notre exigence de départ. Donc toutes ces saveurs-là, on les développe au moment de la torréfaction. Et on a un café qui s'appelle robe des moines. Donc il va être marron, il ne va pas être noir, justement pour avoir toutes ces saveurs. Parce que si on crame le café, on tue les arômes. Et pour justement conserver tous ces arômes, le café chauffe entre 160 et 180 degrés grâce à une machine de torréfaction artisanale vieille de 80 ans et composée avec des pièces de fonderie de locomotive. Nous, on va procéder sur une torréfaction lente. Donc exclusivement des cafés bien souvent de très très bonne qualité, de très haute qualité. Et une torréfaction lente va durer à peu près 15 minutes. Ça va nous permettre de décomposer le processus de torréfaction. La torréfaction, c'est très simple. C'est ni plus ni moins la réaction de Maillard. Le café contient du sucre naturellement et on va développer ce café. On va cuire ce café pour qu'il développe tous ses arômes. Le café donc craque, s'écarte, s'ouvre et libère tous ses arômes. Acidulé, floral, sucré, amer, le café à lui seul propose un panel d'au moins 800 arômes. Sur un même pays, vous pouvez avoir des goûts totalement différents. Vous pouvez avoir de la douceur, de la force, du fruité, du floral. Il y a beaucoup plus d'arômes dans le café qu'il y en aurait dans le vin, par exemple. Donc il y a vraiment un palmarès de saveurs qui est énorme. La brûlerie des Alpes est une entreprise familiale où parents et enfants ont fait germer la graine d'une passion commune. Alors, une entreprise familiale basée sur le savoir-faire, on l'a dit, basée aussi sur une dynamique entrepreneuriale, hein, Patricia. Depuis la reprise en 2011, il s'en est passé des choses. Hein. En 2017, vous avez déménagé le site de production, vous vous êtes installé sur le Mine. Ça a d'ailleurs été l'occasion d'améliorer, d'investir, d'acheter pas mal d'outils, d'embaucher. Ça a été un tournant important. Oui, oui, totalement. Totalement, ça a été un tournant important parce qu'on ne sait jamais, on fait toujours des investissements, mais on a toujours une part de risque hein, qu'il faut qu'on calcule, qu'on limite, hein, mais il y a toujours une part de risque. Hein. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais serein quand on avance, hein, mais si on ne le fait pas, on se fait rattraper par le temps aussi. Hein. Et voilà, et je suis plutôt de nature à avancer. C'est ce qui vous a permis, notamment aux mines, de travailler davantage le secteur des professionnels. Parce qu'évidemment, dans les boutiques, on vend aux particuliers, mais les professionnels représentent en fait 60% du chiffre d'affaires. Hein. Exactement, oui. Tous les professionnels actuellement partent directement de Fontaine, quoi, de notre local de production. Et qui a déménagé. Alors, on est parti de mine et on s'est installé à Fontaine. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. En 2020, oui. On a acheté les murs sur Fontaine, hein, justement, pour pouvoir s'y installer. Et on a mis toute la production là-bas. Tout part de là-bas pour aussi bien alimenter les boutiques qu'alimenter tous nos professionnels. Donc les professionnels, c'est les cafés, les hôtels, restaurants, mais pas uniquement? Non, non, on a la partie CHR, mais on a aussi des revendeurs, donc tout ce qui est épicerie fine, caviste. On a les boulangeries, on travaille aussi avec les entreprises. Tout ce qui est entreprise dans les bureaux, les cabinets d'architectes, d'avocats, d'experts comptables. Voilà. Que ce soit pour cette clientèle de professionnels ou pour les particuliers, vous nous disiez, vendre du café, c'est avant tout donner des conseils. Oui, c'est très complexe à vendre du café parce que un seul café, vous pouvez lui faire sortir une multitude de goûts. La température change, la température de l'eau change, le goût change. Voilà, et rien que ça, vous pouvez rater votre café, un excellent café, vous pouvez le rater malheureusement. Donc, on va donner beaucoup de conseils pour expliquer
aux gens comment réaliser le café qu'ils aiment. D'ailleurs, dans vos boutiques, on trouve des appareils pour faire du café, pour faire le thé aussi, également des dosettes, puisque c'est la mode des dosettes. Donc, vous vendez des dosettes biodégradables, je crois, depuis quelques années. Du biocompostable, ça va dans le compost, avec notre café à l'intérieur. Voilà, on est vraiment passionné, donc c'est vrai qu'on est énormément dans le conseil et on accompagne notre clientèle, que ce soit le particulier comme le professionnel. On les accompagne vraiment pour que ce soit un moment plaisir, parce que ça doit rester un moment plaisir. Conseillez, vous les accompagnez, vous les accueillez. Vous parliez tout à l'heure du coffee shop, de ce métier de barista. On va revoir quelques images. C'est important, cette proximité. On parlait tout à l'heure du e-commerce avec Didier. Alors, il y a du e-commerce à la Brûlerie des Alpes, mais ce contact quotidien, cette vitrine, elle est essentielle. Ah oui, totalement. On fait du e-commerce, on a un site internet marchand. On propose du click and collect, on propose aussi du transport à vélo sur Grenoble. Et sinon par la poste, et tout ce qui est professionnel par de Fontaine, et les livraisons sont faites par nos soins. Et dans ces coffee shops, du coup, on discute, on recueille des conseils, on déguste, on compare, c'est ça ? Oui, on compare, oui. On fait, alors ça nous est arrivé de faire des petites comparaisons, des fois de piéger un peu nos clients ou nos clients professionnels. Voilà. Des dégustations à l'aveugle, c'est ça ? On peut faire des dégustations à l'aveugle. On n'a pas besoin de faire à l'aveugle. Des fois, juste à changer, comme je disais, la mouture, la quantité de café, parce que bien souvent, les gens confondent dose de café, mais en fait, le café, c'est de la pâtisserie, et vous êtes obligé de grammer votre café. C'est très, très précis. Une question un peu personnelle, Christophe, parce que vous êtes évidemment dans l'entreprise aussi. Vous êtes pris de passion par amour aussi pour ce produit du café. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Je l'ai observé tous les samedis quand moi je travaillais. Et voilà, je suis venu prendre des cours de caféologie avec elle. Et en fait, il faut lire beaucoup, il faut rencontrer beaucoup de gens parce que, en fait, les torréfacteurs, c'est un métier de passionné. Mais quand on commence, on tombe dedans. Exactement. Ouais. Bon, vous parlez d'apprendre, Patricia continue à apprendre. D'ailleurs, va reprendre des cours dans quelques semaines. Non, c'est fait déjà. Depuis le mois de mars, je suis à l'ESSEC. Je fais partie d'un programme qui est très intéressant sur le plan de croissance de mon entreprise. Donc, j'ai repris, comme les jeunes à l'école de commerce, des cours de finance, des cours de marketing et tout ce qui va avec, stratégie d'entreprise, leadership. Et donc, du coup, je passe mes oraux. J'ai déjà envoyé mon plan de croissance qui fait quelques slides déjà. Et je dois en remettre un juste de 11 slides avec les oraux entre lundi et mardi. Tout ça avec la perspective de faire franchir à l'entreprise encore un nouveau palier. Bien sûr, oui, totalement. On évoquait tout à l'heure avec Danielle Chavant, la présidente de l'UMI, les effets de la crise. J'imagine que votre secteur d'activité n'est pas épargné. Ça n'a pas été épargné du fait déjà de travailler avec tout ce qui est CHR. Ce qu'ils ont rencontré au niveau des restaurants, on l'a rencontré nous, puisqu'on est leur propre fournisseur. Donc forcément, ça a été une étape très très compliquée. Comme on est toujours en train d'avancer et on s'apitoie pas sur notre sort, du moins c'est pas le style de la maison. Donc du coup, pareil, organisation, nouvelle organisation, rassemblement de la famille. Qu'est-ce qu'on fait pas, où on va. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc là, il faut trouver des solutions très rapidement. Donc on a trouvé des solutions et puis on a avancé. On a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires malgré la grosse perte, puisqu'on a quand même 60% notre clientèle pro, parce qu'on parle des CHR, mais c'est vrai que nous, tous les professionnels, on les a perdus puisque tout le monde était en télétravail aussi, donc même au niveau entreprise. Donc ça a été très très compliqué. Et puis maintenant que tout le monde a repris, on subit les coûts, comme tout le monde. Voilà, donc, les matières premières, toutes les matières premières, les énergies. Quand on fait venir du café du bout du monde. Voilà, oui, la différence entre le dollar qui est beaucoup plus élevé que l'euro aussi, faut pas rêver, parce que nous, on achète en dollars pour l'arabica et en livres sterling pour le robusta. Donc, vous me donniez tout à l'heure le prix du container. Le conteneur, il est passé de $900 à $11 000. C'est invraisemblable. Donc, faut faire avec. Les énergies, nous, on cuit au gaz. Donc, le gaz, pareil, a flambé. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on compose avec ça. Donc, on a gardé la même stratégie parce qu'on est tellement passionné qu'on veut rester sur la qualité de notre café. Donc, on garde cette qualité, mais on la paye encore plus cher.
On a été obligé de faire comme tout le monde, d'augmenter nos prix, mais on a gratté quand même sur nos marges parce qu'on ne peut pas augmenter non plus trop. Et par rapport à d'autres qui ont préféré diminuer leur qualité et garder les mêmes marges. Nous, on a fait, après c'est un choix, hein, nous on a fait le choix de garder notre qualité. Didier, une entreprise, on le voit, reprise en 2011, on parle souvent de la transmission reprise, voilà, elle a une reprise qui s'est parfaitement passée. Oui, une très belle transmission familiale, une très belle histoire. Et puis qui nous montre que quand on fait de la qualité, quand on connaît bien son métier, on est toujours un facteur différenciant quelque part. Oui, bien sûr. Moi, je dis toujours, entre les pattes des mammouths, il y a toujours de l'herbe à brouter. Ah oui. Et quand on le fait avec qualité, c'est aussi... ça entraîne une pérennité, même si les temps sont difficiles en ce moment. Et puis ce produit passion, finalement. Il ne faut pas lâcher sur la qualité. Ça, je pense que vous avez raison. Il ne faut jamais lâcher parce qu'on ne revient jamais après. Et puis, on est parti sur la qualité, donc il n'est pas question de c'est votre image, de votre ADN. Exactement. Et des qualités de café... Vous n'avez pas idée, enfin il y en a pléthore, quoi. Voilà. Vous donnez envie de venir dans votre boutique, prendre votre carte. Écoutez, et je vais regarder déjà sur le site puisque je suis à Lyon, mais je vais venir vous voir. On a Grenoble et Montbonneau. On a 2 boutiques. C'est la brûlerie des Alpes. Merci Patricia. Merci à vous. Merci infiniment. Merci Didier Bruno d'avoir été notre invité aussi ce mois-ci. Merci à tous de votre fidélité. Passez un très très bel été. On se retrouve bien sûr à la rentrée avec Alpes Décideurs. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.